Bonjour à tous et à toutes et merci d'être ici et de m'accueillir parmi vous dans votre séminaire de cette séance de HL qui porte sur le descriptif. Pour vous présenter la communication de notre collègue Santiago Huilla qui est ici. Santiago, il est docteur en littérature latino-américaine. Il a développé sa recherche à l'Université Paris 8 où il enseigne actuellement. Sa recherche porte sur le travail de Fernando Vallejo, ou plutôt, si on peut mieux le dire, sur l'invention auteur-narrateur-personnage que Vallejo fait de lui-même, puisque, comme Santiago le dit, parler de Fernando Vallejo est en réalité parler d'un geste d'auteur. Dans ce cadre de la réflexion autour du descriptif de ces séminaires, il va nous présenter cet après-midi son exposé intitulé « 7 types de listes, descriptions et inventaires dans la construction de Fernando Vallejo ». Je lui cède la parole et lui donne la bienvenue. Merci beaucoup Laura pour cette introduction. Merci Madame Lepage pour votre invitation. Merci à toutes et à tous d'être ici connectés pour m'écouter. Donc, la communication que je vais vous présenter s'appelle effectivement 7 types de listes, descriptions et inventaires dans la construction de Fernando Vallejo. Premier item, avertissement au public. Cette intervention est conçue comme un premier pas dans une tentative de poursuivre la réflexion autour d'un des éléments représentatifs, à mon sens, de l'éthos discursif de Fernando Vallejo, un élément que j'ai repéré lors de ma recherche doctorale sur la voix et la figure de l'écrivain colombien. L'élément en question est le recours à la liste d'apparitions récurrentes dans ces textes d'inventaires de tout genre. Ce qui m'intéresse, c'est de tenter de comprendre quels sont les sens possibles de ces modes du descriptif qu'est l'énumération dans le processus d'auto-figuration de l'auteur. Avant de commencer, permettez-moi donc cet avertissement. Je ne suis pas aujourd'hui en mesure de vous présenter des conclusions sur ces sujets. Je vais plutôt vous faire part de mes inquiétudes et pire encore, je vais vous faire travailler un peu puisque ce que j'envisage de présenter c'est de partager plutôt avec vous. C'est une suite d'exemples, des listes dans différents textes de Vallejo, présentés les uns après les autres, accompagnés d'observations sur leur sens possible. Ces notes, plus ou moins structurées, plus ou moins liées entre elles, constituent donc une liste des listes. Il s'agit ainsi d'une organisation qui témoigne du caractère inachevé de ma réflexion, mais qui me permet, du moins je l'espère, de vous montrer l'ampleur du phénomène et peut-être par la multiplicité des sujets qui seront évoqués, les caractères transdisciplinaires du séminaire, de susciter en vous de réflexions qui me seront très utiles pour continuer la recherche. Deuxième item, 3 personnes de la Trinité vallejienne, un auteur, un acteur, un personnage. Cette première liste est en réalité une précision sur le caractéristique et la caractérisation du sujet dont je vous parlerai. Lorsque je parle de Fernando Vallejo, comme l'a évoqué Laura tout à l'heure, je ne parle pas d'un écrivain colombien né à Medellín en 1942, mais d'une figure d'auteur. Il s'agit d'un geste, d'une voix, ou plutôt d'un ensemble de caractéristiques similaires à celles d'un personnage. Ces traits renvoient aussi bien à la figure publique de l'auteur qu'au narrateur homonyme qui monologue dans tous ses textes. C'est lui qui est aussi le personnage principal de ces récits autofictionnels. C'est une voix atrabilaire et furieuse, désenchantée et mélancolique, qui habite un univers égo-référentiel. C'est une voix qui s'exprime toujours en nom propre et qui, en se faisant, crée une tension entre la fiction et la réalité et une représentation donc problématique de soi et du monde qui l'entoure. La tension est poussée à l'extrême par les caractères hétéroclites de l'œuvre vallejienne, qui se compose de 4 scénarios de cinéma, un traité de grammaire de la langue littéraire, 3 biographies, 5 romans autobiographiques, 11 récits autofictionnels, 2 essais scientifiques, l'un de biologie, l'autre de physique, un pamphlet historique sur l'Église catholique et des dizaines d'interventions publiques prononcées lors des conférences et des événements culturels.
Malgré les caractères hétérogènes de l'ensemble, tous ces textes sont marqués par l'omniprésence écrasante de la trinité, auteur, narrateur, personnage. Une présence qui semble transgresser les frontières discursives, et c'est là donc, la complexité de ces phénomènes qu'est Fernando Vallejo, dans lesquels l'auteur et ses textes deviennent une voix. Et donc, j'utiliserai ces termes de voix pour parler de ces triples instances ou de cette trinité. Troisième item, 32 procédés de la langue littéraire. En 1983, paraît le premier texte, le premier livre de Fernando Vallejo, qui s'intitule Logoi. Il s'agit d'un traité de rhétorique où, si l'on accorde du crédit au sous-titre choisi par l'auteur, de Una gramática del lenguaje literario. Le texte postule qu'au-delà des particularités idiomatiques, il y aurait des structures et des règles propres à la langue littéraire. Afin de démontrer cette hypothèse, l'auteur établit une liste des formules communes et des figures rhétoriques qui caractériseraient les langages littéraires. Et ensuite, il étudie une par une ces formules. Les livres se composent ainsi de 32 chapitres, chacun consacré à une de ces procédés. Ensuite d'expliquer dans ces textes le fonctionnement de chacune de ces figures, l'auteur apporte de nombreux exemples tirés d'ouvrages littéraires en espagnol, français, anglais, italien, grec ancien et latin. Tous les exemples, qui constituent plus de la moitié du texte, sont cités en version originale, sans traduction et sans aucune autre indication que le nom de l'auteur. Donc, il n'y a pas les titres de l'ouvrage, ni la page, ni rien. La multiplicité des exemples est renforcée par la diversité géographique et temporelle, pas chronologique plutôt, des auteurs choisis. On y trouve des citations d'Homère, d'écrivains français du 19e et d'auteurs latino-américains du 20e, entre autres. Donc, pour montrer un peu l'éventail. La prémisse centrale du texte est donc celle-ci. Il existe une langue littéraire universelle avec ses propres règles et sa propre histoire. Puisque ces règles peuvent être dénombrées et étudiées à partir d'exemples, Vallejo laisse entendre qu'il est possible d'apprendre et appréhender la création littéraire. Il suffirait d'approfondir l'étude de ces procédés. Cette insinuation est confirmée par les déclarations ultérieures de Vallejo à propos de cet ouvrage de Logoi, selon lesquels il aurait écrit ces textes pour s'apprendre à écrire lui-même. Je ne commente pas le geste dans la construction du mythe de l'auteur de dire qu'il s'est appris à écrire lui-même, mais j'insiste plutôt sur Logoi en tant que liste. Donc la liste d'un Logoi témoigne d'une conception particulière de l'écriture, d'une tentative de retour aux principes, selon l'auteur, fondamentaux de la littérature. Elle se résume ainsi dans l'introduction, et je cite. Hasta hoy, la crítica literaria ha estudiado a los escritores bajo el ángulo de su originalidad. Vamos a mirar el reverso de la medalla y considerar la literatura como el reino de lo recibido, como el vasto dominio de la fórmula del lugar común. Fin de citation. Le livre peut alors se lire comme une tentative d'inverser le dogme de l'originalité, donc une tentative de faire basculer la définition de la littérature vers un paradigme interprétatif dont le centre serait plutôt les lieux communs, donc pas l'originalité. Cela impliquerait par ailleurs un retour à la stylistique et aux études philologiques en opposition très nette aux tendances critiques des années 80, pendant lesquelles paraît ce texte. Cette énumération exhaustive des procédés essentiels de la langue est un des gestes fondateurs de l'auteur-narrateur-personnage. Dans ce sens, il semble avoir au moins 3 sens possibles. D'abord, par la conception de l'écriture proche du dogme normatif, implicite dans la description des procédés littéraires et des exemples de son bon usage, puisque tous les exemples cités, c'est des exemples de comment bien maîtriser, de comment bien utiliser ces procédés.
La voie vallésienne s'inscrit dans la tradition philologique et rhétorique. En d'autres termes, il revendique sa proximité avec, Rufino José Cuervo, le grammairien colombien du 19e siècle, il se sent beaucoup plus proche de Cuervo que de García Márquez. Ensuite, sous l'angle de l'autofiguration, le deuxième sens possible de cette liste qui est logoïque, l'élaboration même de cet inventaire légitime son auteur en tant que précurseur du retour aux règles fondamentales de la littérature, puisqu'il se présente finalement comme un pionnier qui aurait découvert une structure supérieure au langage dans lequel il s'exprime, l'écriture, ou du moins comme les seuls auteurs capables de prendre le recul suffisant pour trouver un ordre dans un ensemble qui auparavant semblait chaotique, ou qui se décrivait uniquement, selon l'auteur, comme la simple somme de production de génie individuel. Lui, par contre, il serait au-dessus de cela. Et finalement, troisième sens, si nous poussons à l'extrême la prémisse centrale de Logoï, cet inventaire de procédés littéraires peut se considérer aussi comme une tentative de décrire la totalité de la littérature. Dans ce sens, il est pertinent de signaler un passage de cet inventaire qui peut se lire aussi comme une mise en abîme et une illustration de la dimension du procédé, selon l'auteur. Donc, la première ligne du chapitre 10 que je vais vous lire, ce chapitre est consacré précisément à l'énumération comme procédé rhétorique. Donc, cette première ligne nous dit, je cite, « La literatura, al final de cuentas, es una larga enumeración. » Ainsi, Logoï témoignera d'une tentative d'appréhender l'ensemble de l'objet littéraire par la voie de l'énumération exhaustive de ces structures fondamentales. Ce qui reste à faire après, c'est maîtriser chaque procédé et pouvoir les agencer. Mais l'objet, la totalité de l'objet serait en quelque sorte suggéré déjà dans le texte, ce qui n'est pas sans rappeler le dictionnaire sur lequel Rufino José Cuervo, qui par ailleurs est dédicacé, si on peut dire comme ça, le texte Logoï. Cuervo qui a passé sa vie à écrire un dictionnaire des termes clés de l'espagnol, qui est à la fois une histoire de la langue et un projet lexical, étymologique et de dialectologie, une espèce d'entreprise qui cherchait, des projets qui cherchaient aussi à appréhender la totalité de la langue. Cuervo est mort et il n'avait pas fini le troisième volume, donc il est arrivé à la lettre B, ce qui montre aussi l'ampleur du projet. Et Vallejo donc s'inscrit dans cette ligne. Quatrième item, 500 accusations contre l'Église catholique. Dans son texte qui publie en 2010, qui s'appelle La puta de Babilonia, Vallejo entreprend l'écriture d'une histoire des atrocités commises par l'Église catholique romaine. La démarche de Vallejo peut se rapprocher de celle d'un historien allemand, Karl Deschner, je prie d'excuser mon accent, qui est l'auteur d'une histoire criminelle du christianisme publiée en 10 volumes, entre 1986 et 2013. Et cet auteur est évoqué par ailleurs dans l'essai de Vallejo. Les deux projets assument une posture farouchement critique du pouvoir ecclésiastique, des dogmes de l'Église et des institutions qui sont propres, et témoignent d'une connaissance profonde du sujet, donc une connaissance, on va dire, scientifique de l'histoire de ce sujet. Pourtant, le texte de Vallejo est plus proche du pamphlet dans son ton, puisqu'il est précisément traversé par la voix de l'auteur, narrateur, personnage. Le premier paragraphe du livre, qui en termes d'incipit mérite d'être analysé à lui seul, est un exemple éloquent de la manière dont l'auteur emploie l'énumération pour élaborer une représentation négative de ces cibles. Donc ici, l'énumération est une attaque
Les textes en question se composent des 500 syntagmes nominaux introduits par l'article défini féminin là, qui se réfère donc à l'Église catholique, chacun agissant à la fois comme un trait caractéristique, chaque syntagme agissant à la fois comme un trait caractéristique de l'Église catholique et comme une accusation. Je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais je vous lis quand même un petit morceau puisque ça vous donne une idée. Et je répète donc l'Assemblée, ce sont des termes de Vallejo, et d'ailleurs c'est un terme des albigenses, de l'Iglesia católica, la grande prostituée, c'est pas moi. Je cite, la puta, la gran puta, la grandissima puta, la santurrona, la simoniaca, la inquisidora, la torturadora, la falsificadora, la asesina, la fea, la loca, la mala, la del Santo Oficio y el índice de libros prohibidos, la de las cruzadas y la noche de San Bartolomé, la que saqueó a Constantinopla y bañó de sangre a Jerusalén, la que exterminó a los albigenses y a los 20.000 habitantes de Béziers, la que arrasó con las culturas indígenas de América, la que quemó a Segarelli en Parma, a Jean Hus en Constanza y a Giordano Bruno en Roma, la detractora de la ciencia, la enemiga de la verdad, la adulteradora de la historia, la perseguidora de judíos, la encendedora de hogueras, la quemadora de herejes y brujas, la estafadora de viudas, la cazadora de herencias, la vendedora de indulgencias, etc. etc., etc. Donc le long répertoire d'insultes s'est clos sur une étrange déclaration d'intention dans laquelle la raison d'être du texte renvoie au jeu de ce texte censé être historique. Je cite. La ramera de las rameras, la meretriz de las meretrices, la puta de Babilonia, la impune bimilenaria, tiene cuentas pendientes conmigo desde mi infancia y aquí se las voy a cobrar. Donc l'essai historique se présente alors, puisque c'est le premier paragraphe, comme un règlement de compte entre l'auteur et son sujet d'étude, qui devient soudainement une cible. La liste me semble jouer ici plusieurs rôles. Elle sert à construire une représentation de l'Église tout en s'appuyant à la fois sur de références aux événements historiques, parler de la noche de San Bartolomé, bref, tout un tas de références historiques, ainsi que sur des jugements de valeur subjectifs, qui émanent directement de la vision portée par l'auteur-narrateur-personnage sur ces mêmes événements et sur le sujet de sa recherche en tant que tel. Cette association de registres paraît rompre d'entrée avec le pacte de lecture propre au discours référentiel, dans lequel les textes s'insèrent pourtant, puisqu'il est vendu comme un essai dans les librairies et qu'il est classé comme tel. Donc le péritexte éditoriaux aussi renvoie à cette catégorisation. Mais si les contrats avec le lecteur est changé d'entrée, cela implique tacitement qu'il s'agit plutôt de lui proposer une nouvelle version de ce pacte, d'autres horizons d'attente. Donc c'est le rectificatoire avec lequel commence la puta de Babilonie, mécanisme que nous retrouvons par ailleurs décliné de différentes manières dans les autres essais scientifiques de Vallejo, peut alors se lire comme une manière de faire émerger les littéraires à l'intérieur du discours référentiel. Le centre du discours n'est pas uniquement le sujet étudié, l'histoire de l'Église catholique, ou les théories de Darwin, ou d'Einstein, de Newton, ou de Mathew, pour les autres textes de l'auteur, mais c'est aussi et peut-être surtout le sujet qui parle. Donc, il serait peut-être pertinent de parler d'une tentative de faire basculer la relation entre le référent et le référent, de décentrer la référentialité du discours scientifique. Donc là, on est plein dedans dans le descriptif. La juxtaposition d'insultes, d'appréciations subjectives et d'essais historiques avérés dans ces textes censés être scientifiques contribue à mettre en valeur la perméabilité des pratiques génériques et des catégories discursives. Les textes scientifiques de Vallejo, imprégnés de la structure, de la subjectivité, exubérante et irrévérencieuse de sa voix, situerait son discours dans un espace intermédiaire entre la réalité et la fiction, entre le pamphlet et l'histoire. Un espace éminemment romanesque puisque ambigu. Or, il ne s'agit pas de fiction, car la diatribe s'appuie sur la référentialité, sur la réalité référentielle. Dans ces textes, la multiplicité des registres et la véhémence du jeu semblent, je pense, mettre en valeur les possibilités des procédés littéraires, de la littérature donc, pour dénoncer, pour intervenir dans la réalité. Une espèce de littérature des dénonces
de dénonciation, pardon, comme l'appellera Daniel Baldersson, au sujet de ces mêmes incipits dont je vous parle. 5e item. 1000 merci à Jésus. Alors, malgré la démystification rationnelle et l'apparente radicalité de la posture athée de l'auteur-narrateur personnage, de son rejet de la religion, pensons donc à la liste qu'on vient de voir, les discours de Vallejo demeurent marqués par la présence d'un élément que, faute d'autres termes, j'appellerais mystique. Des éléments plutôt mystiques. Ainsi, dans Los Días Azules, qui est le premier volet de son cycle autobiographique, El Río del Tiempo, donc dans ce texte lors duquel le narrateur raconte son enfance à Medellín dans les années 50, les souvenirs de cette époque dorée de l'enfance sont imprégnés par les rituels, les prières et les dogmes du mythe chrétien, ainsi que par les récits de sorcières et le merveilleux, les récits racontés notamment par la grammaire. Les narrateurs évoquent avec émotion, par exemple, l'époque à laquelle, avec ses deux frères, Darío et Aníbal, ils jouaient à reproduire une messe selon le rite tridentin, les trois prêtres dont il serait le prêtre principal. C'était les jeux d'enfants. Le même narrateur qui, dans presque tous ses récits, invoque des sorcières, des saints, des fantômes, des démons et toutes sortes de présences paranormales. Au point que le dernier volume du coup, de ces cycles autobiographiques s'appellera Entre Fantasmas. Donc, il y a une présence très forte de ces éléments. Et il me semble que dans cette persistance du phénomène mystique ou religieux, dans la récurrence des invocations et notamment dans le rappel, l'évocation des prières, il y a un lien avec l'énumération. Dans un passage de ces mêmes livres, Los Días Azules, le narrateur raconte comment lui et ses frères prient avec eux leur grand-mère Raquel. La prière dont il est question, le chapelet de 1000 merci à Jésus, peut nous donner, je pense, un indice pour comprendre cette relation. Je cite juste l'extrait dans lequel ils sont en train de prier. Donc je cite, 2 de mayo, día de la Santa Cruz, a la hora en que en Antioquia oscurece, 6 de la tarde. Estábamos rezando lo que se reza ese día, los 1000 Jesuses, más largos que 3 rosarios. Si en la hora de mi muerte el demonio me tentare, que se aparte de mi lado, porque el día de la Santa Cruz dije 1000 veces, Jesús, Jesús, Jesús. Y así hasta llegar a 1000, repitiendo el encabezamiento cada 10 Jesuses y marcando de 10 en 10, con un granito de maíz que iba a engrosar un montoncito que se comían los pollos. Donc, les chapelets, la prière qui est récitation et répétition, serait une forme particulière de l'énumération. Il ne s'agit pas d'un élément anodin ou d'une apparition ponctuelle de ce type de prière dans les discours vallésiens. Dans un texte bien plus récent, le roman El Don de la Vida, roman qui, par ailleurs, est construit comme un dialogue entre le narrateur et la mort, décrit comme un bureaucrate fonctionnaire de la mairie de Medellín. Donc, ce dialogue, les séparations des fantômes d'amis et des membres de la famille du narrateur sont ponctuées par des prières auxquelles participent les deux personnages principaux, donc le narrateur et la mort. Et c'est le narrateur qui apprend la mort à prier. Je cite, recemos a ver, ¿qué quiere rezar, maestro? Los gobernadores de Antioquia. Uy, carajo, puta vida, son más de 400, no acabamos nunca, como presidentes de Bolivia, cada 2 o 3 meses un hijo de puta. Claro, como el pan tiene que ser partido, hoy mamás vos, mañana yo. Pedro Justo Berrío, ora pro nobis. Pascual Barao Echeverri, ora pro nobis. Recaredo de Villa, ora pro nobis. Álvaro Uribe, requiescat in pace. Plus loin encore, fin de citation, plus loin encore, les narrateurs apprennent son interlocuteur à prier avec lui pour le repos éternel des fleuves colombiens et des fermes et des maisons de campagne aux alentours de Medellín qui ont disparu. Selon lui, à cause des fausses promesses du programme. Juste à nouveau.
Ahora, con su permiso, voy a rezar las fincas que había al lado y lado de la carretera de Medellín a Envigado y que de tanto pasar frente a ellas me aprendí de memoria. La Luz, Vizcaya, Villa Lucía, San Juan, Castilla, Patio Bonito, Linares. Vaya diciendo Resuiscat in pace, Resuiscat in pace, Resuiscat in pace, Resuiscat in pace. Así no, hombre, con cada nombre. Lucerna, Resuiscat in pace. San Fernando, Resuiscat in pace. Ça continue. Ces mêmes types de prières se retrouvent à maintes reprises dans d'autres textes de l'auteur. Je vous épargne les autres citations. Mais il me semble que dans la réitération de ces prières, leur recurrence et la réitération à l'intérieur de cette prière, c'est vrai, la persistance du passé perdu. Je m'explique. Le regard émerveillé de l'enfant face au mystérieux et à la tentative du narrateur de le reproduire, on peut l'associer à ce que Agamben nomme la perte du feu. Si je cite Agamben, dans Le feu et les récits, il dit tout récit, toute la littérature est, en certain sens, mémoire de la perte du feu. La perte irrémédiable, sans de citation, la perte irrémédiable provoque une histoire, un récit, qui est une recherche. Le narrateur vadécien, lui aussi, entreprend une recherche de lui-même, qui le mène à l'autobiographie, à l'écriture de sa propre histoire, et sa recherche commence par l'enfance, le temps le plus lointain durant lequel les narrateurs étaient les plus proches justement de la magie et du mystère. Le récit, la recherche donc du feu, n'est pas une pure invention. Il s'y trouve une part importante de transmission et de tradition, un héritage qui permet au narrateur de garder l'illusion d'une connexion justement avec ses mystères. C'est un héritage lié, à mon sens, à la figure de la grand-mère, puisque c'est elle, Raquel Pisano, qui transmet l'essor, les prières au narrateur. C'est elle qui raconte l'histoire des sorcières, mais c'est elle aussi qui apprend les narrateurs à prier. Elle est donc la garante, en quelque sorte, de cette tradition perdue. Ainsi, dans la mémoire de ces paroles, des prières de la grand-mère, se cacheraient des éclairs du feu perdu et ces lumières se retrouveraient dans la prose de Vallières. C'est l'héritage de la grand-mère qui persiste, mais non seulement dans la présence de figures paranormales ou la simple évocation des prières, rituels décrits ou évoqués par les narrateurs, mais plutôt, et c'est là, je pense, le point central de cette réflexion, ou ce qui pourrait être plus fertile, mais plutôt dans la construction du discours lui-même, dans la façon de raconter une histoire, dans la manière dont le récit cherche à retrouver ces feux perdus. On comprend mieux, je pense, ces phénomènes en s'appuyant à nouveau sur la différenciation qu'établit Agamben dans ces mêmes textes entre style et manière. Il me dit le style serait l'usage de l'art, la possession parfaite de ses moyens. En revanche, la manière est, je cite, un tremblement, quelque chose comme une vacillation intime dans laquelle, brusquement, le style se met à s'échapper, les couleurs à détendre, le mot à balbutier, la matière à coaguler et à déborder. Fin de citation. La maîtrise du langage littéraire et ses procédés d'écriture décrits dans le Goy pourraient ainsi se placer du côté donc du style. L'inventaire des ressources littéraires est mobilisé, mis au service de la reconstruction de l'enfance, de la recherche de lui-même, et la somme de ces éléments devient les torrents de la prose valliérienne. Ce style est donc l'échafaudage qui donne forme à la quête. Une structure dans laquelle les narrateurs articulent des éléments disparates, notamment l'ironie, les blasphèmes avec les vocabulaires et la forme réitérative, répétitive des prières, des orations du rosaire, par exemple. Dans les discours de Vallejo, ces prières sont souvent l'espace de l'accumulation extrême de la démesure. C'est alors que réapparaît le tremblement du chapelet de 1000 merci à Jésus, sa réitération incessante, qui devient chez Vallejo un sortilège, une véritable litanie à travers laquelle la voix narratrice balbutie et semble effectivement se perdre dans la quête d'une raison occulte. Ce sont deux prières de l'ère antique, débordées, chargées de blasphèmes, dans lesquelles résonnent les paroles de la grammaire, mais plus encore, ce qui ressemble serait le rythme et la forme de ces orations, des prières qui, en un mot, donnent à entendre l'absence du mystère et la dimension excessive de cette absence. Je cite une de ces prières litanies.
Torre de David, ruega por nosotros. Torre de marfil, ruega por nosotros. Casa de oro, ruega por nosotros. Arca de la alianza, ruega por nosotros. Estrella matutina, ruega por nosotros. Un millar de voces infantiles y juveniles ascendían coro hacia la bóveda celeste en un clamor unánime magnificado por la gran caja de resonancia de la iglesia del sufragio con sus altas naves. Consuelo de los afligidos, ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros. Refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Virgen de las vírgenes, ruega por nosotros. Y arrastrado por el elán, del ritmo, mi torvo corazón, solo en el conjunto, iba diciendo: Rosa de los vientos, ruega por nosotros. Mar de los sargazos, ruega por nosotros. Lobreguez de la tarde, ruega por nosotros. Tumba del día, ruega por nosotros. Túnel de la noche, ruega por nosotros. Sombra de la sombra, ruega por nosotros. Sasinipa, paso de la muerte, ruega por nosotros. Sello infernal, ruega por nosotros. Esperma del Averno, ruega por nosotros. Barca de Caronte, etc. Cada palabra mía ardía en un infierno de ira. Percevons ici, je pense, la puissance du mécanisme de l'énumération. Effectivement, c'est beaucoup plus impressionnant, je pense, plus flagrant quand on a les textes devant soi, quand on le lit dans sa tête, puisqu'on se perd, en fait, on a cette réitération. Et donc, on se perd au moment où le texte dit que le narrateur lui-même se perd. C'est un effet aussi intéressant créé, je pense, par ces mécanismes. La récitation de l'enfant, je disais, dont le parole brûle d'une autre sorte de feu, un feu de rage blasphématoire, c'est les importer par la forme de la prière. Ainsi, elle demeure une forme de supplication qui, bien que sombre, n'en perd pas pour autant son élan mystique. Dans des passages comme celui-ci, où la voix se laisse emporter par l'élan de la liste, nous pouvons entendre la prière du narrateur, une imploration qui est l'expression littéraire d'une expérience perdue, celle du mystère. Sixième item. 127 attributs d'un roman autobiographique. Revenons au chapitre 10 de Le Goït, celui consacré à l'énumération. Il est aussi, bien évidemment, question de Borges dans ce chapitre. Je cite: El punto culminante de uno de los relatos de Borges o de su obra, acaso, parole de Vallejo, Palemien, la obra, llega cuando el narrador descubre en el 19º escalón de la escalera de un sótano el Aleph, y a través del Aleph del infinito universo. Por una página más continúa la imposible enumeración puntuada por el verbo vi, vi, vi. La enumeración, la repetición, la retórica se convierte en vértigo. Fin de citation. La formule de Vallejo met en valeur la relation possible entre, presque nécessaire, entre la liste et la démesure. Cette relation est paradoxale puisque, comme nous l'avons évoqué, l'énumération est un mode du descriptif. Or, à travers l'accumulation, elle peut aboutir à brouiller les sens, à rendre illisible ce qu'elle décrit. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est de chercher à comprendre les fonctions que peuvent avoir ce type de listes démesurées et contradictoires, ces inventaires démesurés des caractéristiques ou attributs antinomiques qui pullulent dans les textes de Vallejo. En autre terme, je me demande quels seraient les sens possibles de ce vertige de la liste, pour reprendre les titres postérieurs de l'ouvrage d'Umberto Eco. Donc, les sens de ces vertiges de la liste dans le processus d'autofiguration de Fernando Vallejo. Et dans ce sens, il y a un exemple que je voudrais vous citer, mais pas avec ma voix, mais avec une vidéo. Donc, je partage cet exemple qui est tiré du dernier roman du cycle autobiographique, qui s'appelle Entre Fantasmas.
c'est une liste, la description plutôt, la liste qui décrit le livre Entre Fantasmas, 5e volume du cycle autobiographique, mais cela pourrait tout aussi bien être celle, enfin la description de El Río del Tiempo entier, et même celle de la voie vallésienne. Donc dans l'énumération, je pense, on perçoit une oscillation entre la description ordonnée et l'excès, des mesures produites par l'accumulation et les antinomies. Et en même temps, cette forme qui se rapproche plutôt de l'ordre qui est la liste. Donc, les débordements du langage, le discours torrentiel du narrateur de El Río del Tiempo est caractéristique de la voie vallésienne, comme on vient de le voir. En d'autres termes, cet torrent, je pense, est un style, une forme, un rythme même, qui devient évident dans l'énumération plus que dans les restes de son discours. Dans la représentation qu'elle permet des contradictions constitutives de la voie vallésienne. Les liens entre rythme et cette tension, la contradiction incessante entre les chaos et l'ordre, est un point abordé par Mechanic. Et du coup, je vais m'appuyer sur quelques-unes de ses réflexions, puisque s'agissant de l'origine philosophique du rythme, Mechanic rappelle que dans un premier temps, les idées d'harmonie et de régularité étaient associées à cette notion. C'est la raison pour laquelle on parle, dit-il, d'esthétique mathématique. C'est ce qui a donné lieu, d'après Mechanic, toujours à la recherche formelle de l'hypo, à la fascination pour le cosmos, le bon ordre, qui remplace les sacrés. À ces propos, il conclut, et je cite Mechanic, le primat du cosmique me semble entrer de l'archaïsme fondamental par rapport à l'historique. Il est remarquable que sa continuité contemporaine soit mathématique. Cette imposition de l'ordre, la contrainte formelle, est un maintien de l'ordre, une censure et négation du désordre. C'est pourquoi le métricien mathématicien refusera les sujets de la psychanalyse. Ces primats des proportions sur les chaos, possession ainsi du continu par-delà les discontinus, semblent un détour du théologique. Les discours du continu et les discours du divin et de l'unité. Le rythme est alors l'hypostase du retour. Il garantit l'identité du même. Fin de citation. Dans la Grammatica del lenguaje literario, le GOI, il n'y a pas de réflexion sur la portée poétique du rythme, mais le rythme apparaît néanmoins comme un élément fondamental de la prose. C'est un chapitre, un de procédés listés par Vallejo, indépendamment des notions de métrique et de poème. Donc Vallejo l'applique à la prose, ou il considère comme procédé, le rythme, comme un élément constitutif de la prose. La référence à la notion proposée par Mechanic me paraît néanmoins pertinente car il s'avère utile pour comprendre la façon dont se matérialise dans la voix des Vallejo la tension entre le débordement, le chaos et la recherche de l'ordre. Alors, un instant, s'il vous plaît. Donc, dans cette perspective, des éléments du discours vallécien, tels que l'oralité, les longues énumérations, l'insertion de prières et des chansons, prennent une nouvelle signification. S'ouvre ainsi la possibilité de chercher leur sens dans leur dimension rythmique en rapport avec les sujets du poème. Le rythme serait donc un élément essentiel de la prose vallésienne, grâce auquel la tension entre ordre et chaos se révèle et se résout. On pourrait ainsi lire l'héritage problématique du débordement qui devient récit, l'héritage qui est lié aux figures de la mère et du père. Dans cette perspective, des éléments du discours vallésien tels que l'oralité et les longues énumérations, l'insertion de prières, des chansons, prennent une nouvelle signification. Grâce à cette voie, s'ouvre la possibilité de chercher leur sens dans leur dimension rythmique en rapport avec le sujet du poème. Terminologie empruntée toujours à Mechanic. Le rythme serait donc un élément essentiel de la prose vallésienne, grâce auquel la tension entre ordre et chaos se révèle et se résout.
On pourrait ainsi lire l'héritage problématique du débordement, l'héritage du chaos que l'on peut lier aux figures du père et de la mère, hein, le père politicien conservateur et la mère que le narrateur surnomme la loca. Donc cet héritage problématique devient récit comme un flux qui s'écoule en apportant avec lui, disons, quelques pierres pour faire un bruit. Et cette comparaison nous permet de lire les chaos wallésiens matérialisés, écrits dans la liste, comme un débordement du langage et du rythme. Donc un débordement semblable à un torrent émergeant des procédés d'écriture et du style, comme guidé par un ordre mystérieux, se dirigeant vers une origine perdue. Enfin, en lien avec ce qu'on avait dit sur le style et manière, selon Agamben. Donc, recherche d'une origine perdue, donc l'énumération par laquelle le narrateur décrit son texte, mais semble, donc cette liste que je vous ai montrée, mais semble aussi éloquente comme exemple pour parler de la volonté d'établir un inventaire total dans cette penchant vers les discours totalisants chez Vallejo qu'on avait évoqué avant en parlant de Logoi, quand il essayait de décrire toute la littérature. Cette même volonté totalisante semble animer l'ensemble de romans autobiographiques de l'auteur. Il s'agirait là d'une tentative de reconstruction totale du passé, puisque les 5 volumes de El Río del Tiempo reconstruisent la totalité de l'expérience de l'auteur, narrateur, personnage, en partant du premier souvenir, Los Días Azules, par la jeunesse de l'auteur et jusqu'à parvenir au présent de la narration, dans Entre Fantasmes, le dernier livre. Mais il y a pourtant une conscience, donc dans cette reconstruction, il y a une conscience de l'impossibilité réelle d'atteindre, d'appréhender la totalité de ces passés. Et cette impossibilité, elle est rappelée sans cesse par le narrateur. Face à cette impossibilité de tout raconter, la voix du narrateur tend plutôt vers une évocation de la totalité, une totalité chaotique, car l'ordre ne serait, selon lui, qu'un état du chaos. Je cite, El orden no es nada más que otro más de los infinitos estados del caos. Fin de citation. Ça, citation tirée de Entre Fantasmes. Ce chaos dans lequel les tensions intrinsèques à l'auteur-narrateur wallisien sont mises en évidence, c'est justement ce que la voix cherche à reproduire, ou plutôt à produire, c'est-à-dire à faire, par l'énumération excessive et contradictoire de ces 127 adjectifs qu'on a écoutés. La liste décrit le chaos qu'est la voix wallisienne. Ce ne sont pas les adjectifs en tant que tels qui contiennent l'essence profonde de l'écriture de Vallejo, puisque, comme on l'a vu, on a entendu, il est impossible de dire ce qui a été décrit, de signaler ce qui a été décrit par cette liste. Donc c'est plutôt l'accumulation des significations créées par toutes ces composantes qui nomment et qui produit un débordement du flux de langage. L'accumulation n'imite pas le torrent, elle ne les décrit pas, elle est le torrent lui-même. Et pour cette raison, du fait de sa capacité à créer méticuleusement un chaos, il me semble que le passage que je vous montrais, comme tant d'autres chez Vallejo, est poétique au sens où l'entend uniquement dans ses capacités créatives. Les désordres produisent les vertiges, tout comme le raison interminable, comme la prière interminable d'Émile Jésus, apprise, récitée, réappropriée par l'enfant. Une litanie qui constitue un tout et renferme une prière, une invocation qui requiert une lecture à voix haute. C'est un torrent rhétorique qui surgit de la tension entre le chaos et l'ordre, entre la transgression et la tradition. Et nous pourrions donc inverser la formule wallésienne et conclure en affirmant, enfin conclure, non, mais penser plutôt à partir d'une inversion de cette formule, en affirmant que le chaos est également l'une des innombrables formes de l'ordre. Septième et dernier item, un souvenir de chercheur.
Donc, en janvier 2017, alors que j'étais à Medellín pour mener des recherches dans les cadres de ma thèse, j'ai rencontré Fernando Vallejo dans un café tenu par son frère dans le quartier de Laurel. Malgré l'objet de mon voyage, je ne comptais pas contacter l'écrivain à ce stade de ma recherche, de sorte que la rencontre a été une véritable surprise. L'étonnement provoqué par les caractères fortuits de ces moments a rapidement cédé sa place à l'hésitation, voire à la stupéfaction. D'un côté, je savais qu'il fallait que je l'approche, que je profite de l'opportunité, ne serait-ce que pour me présenter. D'un autre, je n'avais rien préparé pour l'occasion et j'étais, je dois l'avouer, intimidé par le personnage. J'étais persuadé qu'il suffirait d'une maladresse de ma part, d'une question jugée futile ou d'un commentaire trop élogieux pour me délégitimer devant lui et mettre fin à toute possibilité ultérieure de le contacter. Finalement, je me suis approché, je me suis présenté, je lui ai dit simplement que j'étais un lecteur et un admirateur de son travail. Il m'a invité à m'asseoir et nous avons commencé à discuter. Enfin, il a commencé à parler et moi j'ai écouté pendant 5 heures. À un moment, quand je lui ai avoué, au bout de quelques minutes, que j'étais en fait en train de préparer une thèse sur son œuvre, il m'a regardé et il m'a demandé avec un sourire décoté. Il m'a dit, ¿Y usted por qué pierde el tiempo así? Pourquoi perdez-vous votre temps comme ça? Si je partage aujourd'hui ce moment avec vous, ce n'est pas uniquement par son potentiel comique ou parce qu'il pourrait servir d'exemple pour illustrer les similitudes entre les discours de l'auteur en tant que figure publique et celui du personnage narrateur. Cet échange illustre, me semble-t-il, un des paradoxes majeurs du phénomène littéraire auquel renvoient les noms de Fernando Vallejo. Celui de l'impossibilité de définir cet auteur qui ne cesse pourtant de s'écrire, de parler de soi à la première personne et au nom propre. Ainsi, la réponse de l'auteur-chercheur peut se lire comme un avertissement. Consacrer son temps à chercher Vallejo, tenter de le définir, est un projet futile, rendu impossible par la manière même dont fonctionne le mécanisme d'autofiguration chez l'auteur. Cette impossibilité relève du fait, je pense, que Fernando Vallejo est un désordre minutieusement construit, une voie torrentielle conçue pour reproduire les chaos, pour se glisser dans les fissures des catégories discursives et déborder par les langages des explications rationnelles. Dans cette tentative de reproduction, ou plutôt de représentation textuelle du chaos, l'énumération en tant que mécanisme textuel, mais aussi en tant que geste qui fait sens, qui produit des effets, mais paraît avoir une place cruciale. C'est entre autres par la voie des listes, comme celle dont je vous ai parlé, que le texte brouille les pistes. Ce sont ces énumérations démesurées et contradictoires qui font que toute description de soi et par le jeu vallécien aboutissent non pas à un portrait vraisemblable, mais plutôt à une image illisible du jeu. Mais le problème de l'illisibilité produit par l'excès de l'énumération dépasse la question de l'autofiguration, puisque l'énumération démesurée des caractéristiques antinomiques est, comme nous l'avons vu, mécanisme récurrent dans les discours valléciens, employé aussi pour décrire non seulement l'auteur, narrateur, personnage, mais le monde qui l'entoure, et pour décrire les rapports entre les personnages et les objets dans ces mondes. Donc les objets, les institutions, les pays et les personnages sont autant des items dans des listes que des sujets de description élaborés par l'accumulation de mesures. Par ailleurs, il s'agit d'un procédé présent dans tous les textes de l'auteur, que ce soit excusez-moi, de récits autoréférentiels ou des essais scientifiques. Il y a toujours cette énumération vertigineuse et contradictoire qui témoigne, à mon sens, d'une référentialité singulière, c'est-à-dire d'une relation particulière entre référent et référent. Dans le dernier texte en date de l'auteur, le roman Memorias de un hijo de puta, le narrateur personnage, érigé en dictateur de la Colombie, renouvelle l'avertissement fait par l'auteur-chercheur, s'adressant cette fois-ci à ses futurs biographes. Je cite: Pobres, nada descubrirán, buscarán en vano. El fantasma que tienen enfrente pero que no ven, les ha borrado todas las huellas y ha embrollado todas las pistas. Fin de citation. Une définition des listes est sans doute
c'est de participer dans cet effort de l'auteur-narrateur personnage pour se cacher devant les lecteurs et nous faire, nous chercheurs, perdre notre temps à les chercher. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, c'était très bien. Laura, toujours tu gardes la main. Comme vous voulez, merci beaucoup Santiago pour cette belle intervention sur laquelle je voudrais poser 1000 questions, mais avant, j'aimerais bien partager la parole avec ton public qui veut également surtout faire des commentaires et poser des questions. Donc, on ouvre la discussion. Je peux interpeller surtout la dernière partie où tu parlais de côté poétique. Je vais commencer par une question, parce que les listes, en ce qui concerne le descriptif, a un côté répétitif, ou au moins la forme de la répétition est toujours présente. Et donc, il m'est apparu très visuellement, quand on a vu la vidéo, quand on voyait l'enchaînement des mots, et on pouvait voir le parti du mot qui restait, parce que le mot suivant prenait un morceau. Donc, je voudrais je ne sais pas si tu l'as pensé, quel est le rôle de la répétition dans ces procédés, de Vallejo, en fonction aussi de cette construction, non, de cette figure également répétitive dans ses œuvres. Non, c'est lui-même qui se répète et qui se multiplie dans son travail. Alors, merci déjà pour la question, Laura. Je pense que c'est un élément très important, effectivement, la réitération, la répétition. Et alors, je n'ai pas la réponse, mais je réfléchis en tant que je te parle, que je vous parle. Et je pense que ça a un lien avec cette forme de récitation, la prière, la récitation, la litanie. Du coup, il y aurait des arguments peut-être à chercher dans la pratique de l'écriture de Vallejo. Il dit qu'il écrit en marchant, quand il promène, à l'époque quand il était au Mexique, quand il promène son chien, et du coup il répète ses phrases, et c'est le rythme qui fait qu'une phrase, qu'il décide la phrase va rester ou pas. Le rythme ici au sens du procédé rhétorique. Et c'est anecdotique, mais je pense que le fait que je puisse l'évoquer montre à quel point le fonctionnement de ces trinités est méticuleusement soigné. La rue dans laquelle il promène sa chienne est en fait une rue circulaire. En fait. Donc répétition, réitération, et ça, donc du coup, il y a cette idée de répéter, tourner. Moi, j'avais beaucoup réfléchi à comment structurer cette présentation. Finalement, je me suis penché pour la manière la plus simple. Mais à un moment, je pensais au système chaotique. Tu voyais les doubles pendules. Il y a un centre, il y a deux constantes, et puis les pendules bougent un peu des sens. Parce que les mathématiciens utilisent pour illustrer les systèmes chaotiques. Et plus je tentais de coller, de projeter la structure que j'avais conçue sur mon sujet, plus je me disais que ça allait pas du tout, en fait. Je m'embrouillais dans des choses, et je pense que c'est ça le piège, en fait. En revanche, il y avait une autre figure que j'aurais bien aimé pouvoir développer pour structurer mon discours, qui est celle de la danse des derviches. Donc on tourne, c'est une danse dans laquelle on cherche justement à établir une connexion avec les divins. Ça va prendre évidemment avec des pincettes et à calquer de manière très soignée, enfin pas calquer, mais essayer de voir où est-ce que ça pourrait correspondre. Mais la réitération comme répétition et comme tentative de toucher, de revenir à ces passés perdus, peut-être que c'est un élément à creuser davantage.
C'est marrant que tu as parlé de la forme de ta présentation parce que la première chose que j'ai notée, c'est, que je connais ta thèse aussi, c'est que parfois tu prends une forme des pensées qui va essayer de reproduire comment tu conçois ton objet. Donc, en fait, tu as fait une liste également. Et la forme de ta thèse aussi va reproduire des procédés de Vallejo. Et maintenant que nous parlons de la répétition, je me demande pour la temporalité, si dans cette description, on peut retrouver également de la temporalité. Tu as évoqué les noms de Borges pour el Aleph. Et en fait, la description de l'Aleph en soi, c'est les moments les plus poétiques et un des plus beaux poèmes de Borges que l'on peut trouver. Et ça touche, bon, évidemment, la question de la succession, non, que c'est la réflexion del cuento. Mais voilà, qu'est-ce que tu peux, ou si on peut penser quelque chose autour de la temporalité. Parce que quand tu évoquais les exemples de la plegaria, c'est une temporalité qui va avancer, surtout quand il parle de l'Église et qu'il va vers le règlement des comptes. Oui. Alors peut-être qu'il y a une différence là pour le coup entre les écrits, disons, scientifiques et les récits, puisque dans le récit autofictionnel, notamment dans ces 5 volumes de l'autobiographie, enfin, déjà autobiographique, mais par exemple le nombre de frères et de sœurs change d'un livre à l'autre. Donc c'est pas une autobiographie, il y a chaos même dans ce type de description de choses comment dire, très proches en ardeur. Dans ces textes, dans les 5 textes, on a un jeu d'intertextualité, d'hypertextualité et des sauts temporels. C'est-à-dire qu'il y a des paragraphes, par exemple, qui commencent donc, au présent du narrateur, donc les vieux narrateurs installés au Mexique qui racontent son enfance et qui d'un coup se met à parler avec sa chienne Bruja et la promène dans Antioquia en 1950 et quelques. Non, il y a pas un passage, il n'y a pas une transition. C'est-à-dire que, et dans ce sens, peut-être qu'il y a dans l'idée de juxtaposition de temps, peut-être que on peut le lier avec l'idée de juxtaposition dans la liste. Encore une fois, c'est juste des idées qui me viennent comme ça, un peu disparates. Salut Santiago. Bonjour Marco. Salut, nous nous connaissons déjà, nous avons passé un bon moment au colloque en 2017 à la Maison Espagne. Merci de m'avoir accueilli tant aimablement. Pour les deux participations. À propos de la description de l'inventaire de la construction chez Fernando Vallejo, dans l'article justement que j'ai exposé en 2017 et qui s'intéressait à la dialectique centre-périphérie dans 3 romans colombiens contemporains, La Virgen de los Sicarios de Vallejo, Dulce Compañía de Laura Restrepo et Que vive la musica de Andrés Caicedo, à cette occasion-là, j'ai distingué entre 2 Medellín, la ville d'en bas, qui constitue les centres-villes, l'autorité, qui représente l'autorité, la ville en haut, les coteaux qui entourent Medellín, qui constituent sa banlieue, dont proviennent les sicaires, donc les délinquants qui s'y rendent chaque jour au centre-ville pour voler, tuer, etc. Sur la base des lectures des Vallejo et des autres narrateurs colombiens contemporains, dans quelle mesure l'ordre et les chaos sont présents dans la description de ces 2 réalités urbaines, le centre-ville et la périphérie, qui ne paraissent pas antithétiques mais interdépendantes? Alors, merci Marco pour la question. C'est oui, alors je pense qu'il y a une description qui n'est pas peut-être par métonymie, c'est-à-dire que c'est une description de la Colombie et de Medellín en même temps. D'ailleurs, à un moment, je ne me souviens plus dans quel des romans, il explique à son personnage, un interlocuteur imaginaire, Peñaranda, qu'il est régionaliste. Il dit Antioquia y Medellín para mí es el centro, es Colombia. Antioquia no es Colombia, excusez-moi, pero si lo fuera, tú no puedes entender, es mi mal provinciano, y
Barcelona es el centro del mundo y el resto es el Gran Cagat, ¿no? Ce qu'il dit lui, non, à son personnage. Je pense que cette idée déjà la description par métonymie marche à plusieurs niveaux, ou plutôt le mécanisme de la métonymie marche à plusieurs niveaux, et dans les descriptions, c'est évident, je pense. Comment, en décrivant la Colombie, il décrit Medellín et vice-versa. Mais plus précisément, quand cette différenciation que tu signales entre la ville d'en haut et la ville d'en bas, il y a deux moments où les Virgen de los Sicarios est un peu particulier à ce sujet, puisqu'il y a cet autre personnage un peu plus développé, ce qui n'est pas le cas dans les autres récits, qui est le Sicario. Mais il y a toujours une description de la ville comme une ville infernale, d'un côté. La même ville, même si lui aussi il parle de cette opposition entre la vallée et les bidonvilles. Mais c'est Medellín Infierno, Ciudad Infernal, non? Infernal, oui. Mais en même temps, et c'est le même type de qualificatif, voire beaucoup plus violent, qu'il utilise pour décrire les habitants de la ville, des deux Medellín. Mais en même temps, il y a parfois des moments où il décrit avec une tendresse incroyable de rue de Medellín, où il parle de la Colombie comme mi niña linda, mi niña querida, ou par exemple des moments dans la Vergeture où il décrit les sicarios comme des anges, non? Oui, je me souviens. Donc je pense que dans cette opposition, plus que paradoxe, il y a l'opposition entre le bon et les méchants dans les cas de Sicarios et les autres, où ça me l'air inversé en fait le modèle. Il y a une contradiction qui explose par l'ironie. C'est-à-dire que puisque les termes qu'il emploie sont tellement violents et véhéments, mais qu'il les utilise un peu pour dire une chose et son contraire, par exemple pour dire dans la Vierge tueur, il y a un mot horrible ou terrible plutôt quand il dit la solution pour en finir avec la violence des jeunes, c'est d'exterminer l'enfance, d'exterminer les enfants. Non? Mais en même temps, il est en couple avec un jeune tueur à gages qui répond à toutes les caractéristiques qu'il vient de critiquer. Donc, ça, à mon avis, il y a un jeu d'annulation, en fait. Ça s'annule par l'ironie. Mais donc, la démesure, ça là dans la violence, et ça s'annule par l'ironie. Donc, pour répondre à ta question, je ne sais pas si c'était une bonne réponse ou pas, mais il y a donc métonymie et cette explosion d'essence par des définitions qui sont antinomiques. Merci. Merci. Je vois Sylvie qui voudrait intervenir. Sylvie, ton micro. Voilà. Merci beaucoup parce que bon, moi j'ai découvert les œuvres dont vous avez parlé et en vous écoutant, en ce qui concerne l'énumération, ça m'a fait apparaître en fait le rapport entre énumération et biographie. Et ça m'a fait penser en fait à deux textes. Un texte qui est paru il y a quelques années, qui était le texte de Françoise Héritier, qui était le sel de la vie. Et c'est une suite, une énumération justement de tout ce qui pourrait la constituer le sel de sa vie, et qui, au bout du compte, parle d'elle, reconstitue justement sa vie. Et ça m'avait fait penser aussi à un spectacle de théâtre auquel j'avais assisté, qui procédait exactement de la même façon, c'est-à-dire c'était Je me souviens. Donc l'acteur était sur un vélo, il pédale pendant 1 heure et au fur et à mesure, enfin pendant cet acte, si vous voulez, il dit je me souviens et tout lui revient et c'est une longue énumération qui reconstitue à la fin le spectateur à la totalité de sa vie. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant, je n'avais pas pensé à ça, que justement l'énumération en fin de compte permet aussi de reconstituer toute une vie.
ce qui m'a intéressé aussi, c'est l'énumération par rapport au chaos. C'est-à-dire que l'énumération, par exemple au XIXe siècle, si je prends un texte de Jules Verne, l'énumération montre un ordre, montre justement le monde classifié avec ses genres, ses classes, ses espèces, etc. Donc c'est tout à fait l'inverse. L'énumération là est justement pour montrer un ordre établi du monde. Néanmoins, c'est un ordre dans lequel on peut se perdre parce que justement lorsque la liste s'allonge, le lecteur quelquefois a le vertige et peut être lassé justement par cette longue énumération. Autre chose aussi, quand vous avez montré dans le film les différents mots qui se sont succédés, visuellement, on voit très bien les glissements analogiques qui se sont effectués. Par exemple, il y a toute une série de mots de Esdrújulos qui s'enchaînent et justement, vous avez parlé du rythme de la prose et là on le voit, enfin moi je l'ai vu visuellement si vous voulez, parce que ça va très vite donc on n'a pas le temps de réaliser, mais là on voit justement la succession d'accents exactement sur l'antépénultième, oui. Et on voit aussi un autre glissement par rime, une sorte de rime, les terminaisons de mots qui correspondent. Donc là aussi, il y a une rythmique qui est cherchée. Et enfin, je dirais, par glissement de sens. Et on a, en passant d'un groupe à l'autre, on a comme des mots qui sont comme des pauses, si vous voulez, et qui permettent d'enchaîner sur une autre série et de poursuivre ainsi. Si vous voulez, comme s'il reprenait un peu son souffle et qu'on repartait sur une autre idée qui génère un autre torrent, une autre logorée comme ça. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis à un moment donné, vous avez, Caroline va être contente, je vais parler de psychanalyse. C'est exactement, si vous voulez, le principe de la psychanalyse, c'est-à-dire que l'enchaînement de mots, un mot en appelle un autre. Donc tout ça, ce sont des procédés qui, je dirais, sont bien connus. Et je pense que l'auteur, qui est un auteur contemporain, doit certainement jouer aussi avec ça. Voilà, avec ce concept psychanalytique d'analogie. Voilà. Donc voilà ce que ça m'a inspiré, si vous voulez. Et merci encore. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je pense notamment, je creusais plus cette idée de l'énumération du 19e siècle parce que ça m'intéresserait de voir s'il y a dans la bibliothèque, on va dire, de Vallejo, peut-être de parallèles à faire, des exemples de ce type de liste d'ordre établi, de l'ordre établi du monde. Je sais qu'il ici beaucoup Jules Verne, donc et d'autres auteurs français contemporains et anglais. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et quant à la psychanalyse, effectivement, c'est assez amusant parce que, évidemment, son personnage se prononce toujours contre la psychanalyse. Et à un moment, il dit il faut tout dire hay que decírselo todo al psicoanalista como al cura. Hein. Et il a créé un personnage qui est un psychanalyste, qui est le docteur Tapia, donc je ne sais plus comment on dit une tapia, mais bref. Un mur, en fait, una tapia. Voilà, donc Flores Tapia, et c'est un psychanalyste qui a implanté dans son cabinet, en fait, un système qui est une sorte de confessionario, et du coup, les gens rentrent, c'est comme si c'était le moment sacrément de la confession. On ne voit pas le docteur Flores Tapia, qui évidemment n'entend rien du tout, puisque c'est un mur. Et d'ailleurs, il part parfois, il laisse juste un enregistrement de sa voix pour dire tous les 30 secondes, le confessionnal. Mais c'est amusant, puisque effectivement, le procédé
en plus, quand il y a dialogue avec des personnages qui n'existent pas ou de personnages imaginaires, il parle avec des rats, avec des fantômes, non, et toujours en cherchant, oui, à trouver l'enchaînement, on va dire, à trouver l'élément qui va déclencher justement la logorrhée, effectivement. Bonjour Santiago, merci beaucoup pour cette présentation. Alors moi j'ai deux questions et la première c'était juste pour revenir sur cette anecdote que tu as racontée qui était très marrante et c'était justement pour te demander quelle réception il y a ou il y a eu de la figure publique de Vallejo en Colombie et en Mexique. Est-ce qu'elle a divergé ou est-ce qu'il a construit justement une figure publique différente dans chacun des pays? Voilà. C'est un sujet assez intéressant. Enfin, pour moi, la figure publique de Vallejo, puisque je pense que c'est un des volets qui prend ou le volet plutôt qui prend de plus en plus d'importance. D'un côté, parce qu'il y a l'exposition médiatique de cette figure publique, et d'un autre parce qu'il a plutôt, enfin, c'est lié à ça, puisqu'il a eu cette exposition est liée à la reconnaissance critique et des institutions, on va dire, littéraires. Donc, certaines légitimations en tant que grande figure de la littérature, notamment par l'obtention du Rómulo Gallegos et du prix de la Fil, de Guadalajara, et puis un doctorat honoris causa à Bogota. Ce qui fait de lui une espèce d'intellectuel. Et c'est très étrange, puisque en Colombie, à chaque fois qu'il intervient, il se prononce toujours contre quelque chose. J'ai parlé avec son éditrice à Madrid, qui me disait que à un moment, quand il recevait des invitations, il décidait justement d'aller dans une foire du livre, non pas pour faire du marketing, on va dire, de son livre, mais pour parler d'un événement, un sujet politique qui se passait du coup en Colombie et à ces instants précis. Donc en Colombie, il y a ces volets politiques, on va dire, de l'intellectuel à qui on pose des questions qui ont rarement un lien avec la littérature. Il y a un extrait formidable dans ces mêmes documentaires dont je vous ai montré un extrait, ou une séquence plutôt pour ne pas répéter, où on interviewe Vallejo et la journaliste lui demande, elle va lui poser une question sur sa sexualité, mais on sent qu'elle doit passer par de prendre un texte comme excuse. Du coup, elle commence à dire en su texto, Cursillo de orientación ideológica para García Márquez. Est-ce que vous faites vraiment parler d'idéologie à García Márquez pour essayer de montrer qu'il est ami de Castro, ou alors est-ce que c'est un texte pour exhiber votre homosexualité? Rien à voir, non, une chose avec l'autre. Et la réponse de Vallejo, qui montre, à mon avis, un peu à quel point c'est juste un sujet littéraire, à quel point il ne faudrait pas du tout lui poser ce genre de questions, c'est je ne suis pas homosexuel. Et pour les gens, ils disent, ah bon? Si, je suis bisexuel, me gustan los niños y los muchachos. Là, le malaise qui s'installe et non, il ne sait pas quoi dire. Et ça, c'était en 94, et depuis, on l'invite de plus en plus pour dire, il ne fait que dire la même chose. Donc, il s'était déjà prononcé contre les accords de paix, non pas c'est de 2016, mais un processus de paix en 1998, avant. Et déjà, il avait dit que c'était un peu l'impunité, bref, c'est complètement contre. Et on l'a invité en 2016 au sommet mondial de la culture pour la paix à Bogota. Non, et dans la brochure dans laquelle était annoncée sa participation à un forum avec des politologues, des sociologues, un fils d'une victime qui est aujourd'hui syndicaliste,
Donc il y avait Vallejo, et dans la brochure, il y avait marqué que le ton de l'événement était la bienveillance, l'acceptation de l'autre, la tolérance, non? Et le premier intervenant, Fernando Vallejo. Mais c'est pas logique. Donc, à mon avis, le souci en Colombie, et maintenant qu'il est revenu vivre en Colombie, ça ne peut que s'empirer, c'est que cette figure publique de l'auteur va dévorer, projeter, on va dire, son ombre, pour utiliser de termes psychanalytiques, sur, sur son œuvre, en fait, sur ses textes. Et c'est dommage, parce que du coup, on a des gens en Colombie ont des avis sur la littérature de Vallejo sans savoir lu Vallejo. On le connaît. Mais bon. Ok. Et sur ce que tu as dit, je reviens sur quelque chose que tu as mentionné dans l'exposé. Tu parlais de l'effet de perte de son énumération. Je ne sais plus exactement dans quelle œuvre, je n'ai pas marqué, mais cet effet de perte. Et je me suis demandé justement, quand tu parlais de l'autofiguration de cet auteur, comment cette énumération qui produit la perte parfois, un sentiment de perte, participe à la construction ou alors une déconstruction du sens de cette autofiguration de l'auteur. Je ne sais pas si je pourrais répondre, mais c'est intéressant. Je pense que c'est comme s'il y avait un double mouvement. Donc, j'essaye toujours de trouver une figure, une image pour l'illustrer. Je reviens au pendule ou je sais pas, mais c'est toujours ces mouvements entre chaos et ordre peut aussi, à mon sens, trouver un écho dans l'idée de l'oubli et le souvenir. Se souvenir et oublier. Qu'il dit par exemple qu'il écrit le roman autobiographique pour oublier son passé. Et en même temps, il ne fait que rechercher à les reconstruire, non? Au point où les mêmes scènes, les mêmes personnages réapparaissent sans cesse dans ces romans postérieurs. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il y a déconstruction. Je sais pas. Ça m'a fait penser il y a un des romans qui s'appelle Casablanca la Bella. Quelle intrigue, une anecdote, on va dire, c'est un vieux narrateur colombien, écrivain, qui retourne à Medellín pour y mourir, toute l'œuvre de Vallejo, et qui achète une maison en face de ce qui était la maison de sa famille à Medellín. Il écrit en même temps qu'il achète, que l'écrivain achetait une maison. Le texte est la reconstruction, enfin, plutôt le récit des travaux de rénovation de cette maison, qui a été complètement laissée à l'abandon. Une fois qu'il finit là, enfin, je suis désolé pour le spoil, mais une fois qu'il a fini de la reconstruire, il fait une fête d'inauguration, une immense crémaillère, et tous les invités sont tous les morts qu'il a connus, non? Donc, sa famille, et pile au moment où donc il y a la grand-mère qui rentre, et quand on va fêter et faire la consécration de la maison par une cérémonie où il y a un tableau, où il y a un reçu et un prêtre qui va venir bénir ce tableau, et ben la maison est démolie parce le gouvernement a décidé de construire un bâtiment à côté. Du coup, on démolit la maison par accident. C'est la fin du roman. Donc, ça m'a fait penser à ça, des constructions, pas des constructions au sens de Derrida, mais là, pour le coup, destruction. C'est comme si... Et est-ce que, par exemple, dans cette œuvre où la fin, c'est une démolition de la maison dans laquelle ce personnage devait finir ses jours, est-ce que c'est pas aussi une métaphore de la vie de l'auteur qui continue? Qui continue, tu veux dire? Oui, j'ai l'impression qu'il en fait ne va pas être dans cette maison où finissent. Bien sûr, dans la démolition, on peut voir une fin en soi, mais est-ce que c'est pas un renouveau sur l'ouverture vers la prochaine œuvre? Oui, sans doute, ouais. Sans doute pas.
Après, je dis sans doute, mais j'aurais du mal à expliquer pourquoi. Mais parce qu'il y a toujours ces mouvements, en fait. Je pense que c'est ça un peu la clé. Je deviens moi-même répétitif à force de lire et relire ce texte, mais depuis la fin du coup de ce cycle autobiographique, donc, si je ne me trompe pas, c'était en début des années 2000, et depuis il a dit c'est mon dernier roman, j'arrête d'écrire. Et tous les ans, il y a un nouveau roman qui sort. Hein, et Ouais, c'est donc comme il y a Michel cette Sardou. contradiction là. Oui, c'est comme beaucoup d'auteurs et d'artistes en général, je pense. Oui, oui. Alors, lui, il a même mis en récit sa mort, par exemple, dans La Rambla Paralela. Et puis il est revenu. Non, son narrateur est mort, mais il continue à parler. Ok, Très merci heureux beaucoup. si on le pense à travers la répétition, comme disait Laura. Moi, je voudrais répondre ta réponse à une question d'Eliane parce que tu parlais, tu sais, c'est dommage, mais c'est tellement invasif, si tu veux, la figure publique que lui-même a créée, qu'en Colombie, il y en a qui parlent de lui sans l'avoir lu. Et donc, moi, je me demande aussi, c'est-à-dire, il y a les côtés peu sérieux de ceux qui parlent des auteurs qui n'ont pas lu. Ça, oui. Mais c'est également s'il n'y a pas là aussi ces gestes performatiques, c'est décoller de ces écrits et devenir une sorte de roulard dont l'œuvre n'est pas lisible. Il ne faut pas le lire, mais comme il t'a dit, non, perdez pas le temps, écoutez-moi parler sans cœur et ça va. Et je l'ai dit un peu de manière polémique, mais s'il n'y a pas, comme pour plusieurs auteurs, et toute la médiatisation que nous traversons a fait qu'on ait un accès à leurs paroles, à leurs déclarations, à leurs figures, et qu'ils puissent arriver à un niveau d'échange avec le lecteur et surtout avec les critiques qui crée là un autre niveau différent de ce que nous pouvons avoir jusqu'aux années 80. Ouais, c'est vrai. Il y a des figures après intérieures enfin des polémistes qui avaient aussi ces gestes performatifs. Krauss, l'Autrichien par exemple, ou Bernhard aussi, mais plus tard aussi continuer. Mais bon, hein, des interventions médiatiques de Céline ou des Genet aussi, non même si l'échelle était complètement différente, effectivement. Mais ce qui me paraît dangereux, c'est pas la manière dont l'auteur assume cet accès aux tribunes nouvelles qu'on propose, mais c'est plutôt l'intention derrière les gens qui lui ouvrent ces espaces. Puisque je pense qu'à force c'est une œuvre qui est extrêmement répétitive et dont la force réside justement en partie au moins dans cette répétition et dans les caractères subversifs de ce qui est répété sans cesse. Hein, d'insulter le président de la Colombie avec un nom propre et l'écrire, parce que le faire à l'oral pèse beaucoup moins. Mais bref, c'est du coup cette intention, mais cette perte de subversivité ou du caractère transgressif que sa parole peut avoir en devenant surmédiatisée, puisque il y aura une espèce de préconfiguration, c'est déjà le cas, non, de la figure de l'auteur, une figure publique qui existe déjà, et du coup là on va faire que accentuer cet effet, et à mon avis ça nuit à la puissance des textes. Après ça nuit à la puissance de la critique qu'il peut y avoir dans ces textes contre certaines institutions.
mais le rythme disons, la voix, elle reste. Elle reste assez rare, mais je ne sais pas s'il aura la même force, en fait, puisqu'elle va s'épuiser dans des articles comme il a pu publier récemment sur le Covid, en faisant le louange de Bolsonaro, par exemple. Donc, c'est ces périls-là qui me paraît, comment dire, c'est cet élément-là qui me paraît dangereux, mais aussi intéressant, parce qu'il y a ces gestes performatifs à étudier et une étude sociologique à mener, de voir est-ce que ce sont les marges d'acceptation de ces discours qui ont changé. Est-ce qu'on a invité Vallejo à parler lors de ces sommets pour la paix, puisqu'on voulait se montrer justement tolérant non. Donc ça, c'est aussi intéressant à voir comment il agit, comment fonctionne son personnage dans le contexte plus vaste du panorama culturel, on va dire, colombien. Alors, du coup, moi, je vais te... Alors, bon, est-ce que tu ne crois pas... Non, mais ça a l'air d'être une boutade, mais c'est une vraie question. Moi, les dernières fois où je l'ai entendu, Vallejo, dans des débats et tout ça, je trouve qu'il a l'air surtout très gâteux. Donc, est-ce qu'une grande partie de ton inquiétude ne vient pas de ce qu'il prend de plus en plus la parole alors qu'il est de plus en plus gâteux? Est-ce que c'est moi qui juste en ai marre d'entendre J'aime beaucoup, hein, d'ailleurs la preuve, tu vas avoir beaucoup de regrets parce que à la présidente du jury de la Greg externe, j'ai proposé la novella de mi vida et le dernier Memorias de un hijo y puta, et finalement tu vois elle a pris la novella. L'honorivista, ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Et finalement elle a pris la novella de mi vida, tu vois, t'as failli être dans ton terrain. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas ce problème qu'on voit avec Vargas Llosa? Je veux dire, Vargas Llosa, il fait de la peine ces dernières années-là. Oui, alors, mais lui, il s'est construit comme ça, non? C'est ce type de figure qui ont depuis toujours, c'est quelqu'un qui depuis toujours cherché à construire une œuvre, non? Et moi, je suis l'homme Vargas Llosa, et puis voilà, mon œuvre, et je l'explique. Vallejo, c'est très difficile de trouver des interventions dans lesquelles il parle de littérature, de son œuvre. Oui. C'est un histrion. Tout à fait. Hein, il joue son petit rôle et là, il se laisse déborder et il vient sortir ce qu'on attend de lui quand on le trimballe sur des différentes tribunes. Mais le souci, c'est que depuis ses premières interventions, il dit la même chose. Donc le problème, c'est qu'on entend plus. Donc, oui, effectivement, il vieillit, du coup, il devient plus radical. Mais puisqu'il a été toujours hyper véhément, et oui. Déjà en 1994, il appelait à ce qu'on tue le président de la Colombie sur en live, non, à 9h du matin sur une chaîne publique. Ouais. Bon, sinon, je suis curieuse de savoir ce que pendant je suis comme Yann, moi j'ai des curiosités de groupie, donc je voudrais bien savoir ce que vous avez bu avec Vallejo quand vous avez passé 5 heures dans ce café, mais ça tu pourras me le dire en privé. Alors j'ai deux remarques à propos de ce que tu as dit sur le rythme et j'ai vraiment beaucoup apprécié le commentaire de Sylvie parce que là je pense qu'effectivement il y a quelque chose d'important. Normalement la description c'est le continuum du discours, tu vois, c'est-à-dire c'est compact, en plus c'est toujours construit avec un début, un milieu, une fin. Je crois qu'on l'avait vu la dernière fois avec je ne sais plus la dernière fois qui est intervenu au séminaire, mais il y avait vraiment une structuration très précise de la description. Et là, je trouve qu'avec l'énumération, il y aurait à travailler sur cette idée de discontinuité que ça impose à la description, enfin de continuité, de discontinuité que ça impose à la description. Donc sur le volet de la continuité, quelles seraient les modalités de la continuité de la description de l'énumération? Et beaucoup plus intéressant, quels sont les lieux de la discontinuité descriptive dans l'énumération et quel en est le sens. Et puis surtout, du coup, ça permettrait de fragmenter le récit et d'envisager ces énumérations comme un assemblage de fragments. Tu vois, c'est-à-dire ça ferait une énumération qui normalement n'est pas des fragments,
mais un tout. Et ben là, ce serait un assemblage de fragments. Donc, tu serais même plus dans le micro-récit, tu serais dans le nano-récit, ou je ne sais pas. Voilà, donc envisager, je pense que si tu trouves l'idée intéressante pour étoffer ta communication, je pense que ça mérite de réfléchir à cette histoire de continuité-discontinuité, de tout, et de explosion de la description, alors que normalement, c'est un tout compact et bien ordonné. Donc, moi, ce que je semble observer dans ta démonstration, c'est qu'en fait, on a une liste. Je l'avoue, je ne l'ai pas lu, celui-là, Logoi, hein, je ne l'ai pas lu. Mais il me semble pour la littérature, on a une liste qui ordonne les choses pour la littérature, alors qu'en fait, toutes les autres listes, elles désordonnent les autres langages. Donc, une liste qui ordonne le langage littéraire et des tas d'autres listes qui désordonnent tous les autres discours, y compris le discours sur le jeu. Sauf que du coup, tu te souviens quand tu nous as dit que tu as ta sainte trinité, une espèce de bloc compact de l'auteur, le narrateur, le personnage, si finalement je me rends compte que je ordonne la littérature à travers l'énumération, ça veut dire que finalement je décloisonne ces trois instances qui étaient agglomérées, et j'ai l'auteur tout seul qui revient de côté, ordonné, à sa place, sauf qu'avec de nouveaux paramètres pour construire le mythe personnel, ce qui donnerait un autre sens à ce que tu appelles l'autofiguration. Donc, je ne sais pas si j'ai été claire, vous le savez, hein, je suis la reine des questions, David pourra vous en parler, à l'agrégation des questions incompréhensibles. Donc, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, de pouvoir séparer les trois instances de cette trinité. C'est-à-dire, comme on voit qu'il y a des listes, non, plus exactement, toutes les listes instaurent le chaos à l'intérieur des discours, que ce soit le discours politique, le discours de l'Église, le discours de gna 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 gna, ça c'est très bien, c'est le côté dynamitage, on met de la TNT à l'intérieur, etc., pour désignifier, resignifier, etc. et compagnie. Sauf que moi, je remarque que ta première liste, qui est celle de Logoi, pardon, elle met de l'ordre au contraire, puisque tout ça, c'est 32 points très précis qui sont censés faire un langage littéraire universel. Donc finalement, côté de littérature, j'ai une énumération qui met de l'ordre, et tous les autres, c'est le désordre. La littérature, c'est l'auteur. Donc du coup, finalement, j'ai de l'ordre du côté de l'instance de l'auteur. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, là où on avait l'impression qu'on avait un tout aggloméré avec l'auteur, le narrateur, le personnage, finalement, je sors l'auteur de cette agglomération, je le remets à sa place d'auteur. Simplement, par le passage par narrateur et personnage, je crée un nouveau territoire, un nouveau discours du jeu, et donc de belles et confortables conditions pour déployer le mythe personnel de l'auteur. Alors, peut-être, hein. Je pense que ça doit être un terrain miné des pièges de l'auteur. Je voyais Logoi comme une espèce de recherche qui peut s'associer peut-être aux idées structuralistes, non? On cherche le forme essentielle de la littérature. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le texte part d'un constat fait par l'auteur, non, qui n'a rien publié jusque-là, et qui devient expert tout de suite. Il y a une confusion épistémologique entre stylistique, rhétorique, littérature, nanana. Depuis Aristote. Et moi, je viens vous dire, en fait, je remets les choses à plat et c'est ça. Non? Donc, déjà, oui. Et ce qu'il donne après, c'est il y a deux langages. La langue parlée et la langue écrite. Ça ne marche pas de la même manière, on n'a pas les mêmes termes, on n'a pas les mêmes structures. Et du coup, voilà les structures à partir desquelles on peut écrire toute œuvre littéraire. Et que je sache, les structures, c'est l'ordre. Complètement. Sauf que il dit il y a des bons, toujours du mal à trouver une traduction pour ce terme, mais de bons prosistas, non? Ouais. Et il cite les prosateurs. Et il cite par exemple Mujica Lainez,
200 fois, non, comme exemple de maîtrise du langage. 2 fois plus que Borges, par exemple. Beaucoup plus que Cervantes. Donc non, là, non, les récits continuent. Mais en fait, il va dire que, donc clarifier la différence pour dire un bon prosateur, c'est celui qui maîtrise les mots structures, non? Muhikalaines, Asolin. Mais les Quichottes n'auraient jamais pu être écrits dans la prose d'Asolin ou de Muhikalaines. Donc, en fait, la littérature surgit du foisonnement entre les structures, d'une manipulation de ces structures fixes. Donc, je pense que c'est là le piège. Il finit son texte par citer Vargas Llosa une fois et Vargas Llosa n'apparaît pas dans l'index onomastique. C'est pour dire, on voit dans la littérature latino-américaine l'émergence d'une tendance à élever le langage, la langue parlée au niveau de la langue littéraire. Donc, ça, c'est l'épilogue de Logoy. Et puis après, 10 ans après, il publie La Virgen de los Sicarios, bourré de parlace. Donc, je pense que c'est cette idée de j'essaye de décrire la totalité, mais je constate qu'en fait, c'est impossible d'appréhender le tout, mais je décris la porée. Non, et je me contente. Je ne sais pas si Logoy, non, je ne sais pas. C'est intéressant à creuser, mais je pense que c'est des pièges qu'il tend en fait aux chercheurs. Merci beaucoup. En tout cas, je te remercie. C'était vraiment, j'ai beaucoup apprécié ta communication. Et tu peux tout de suite prendre date dans ton agenda. Comme ça me permet de l'annoncer aux autres. En février 22, nous organisons un colloque avec Lauriane Lager sur les disputes d'auteurs. Et je pense que là, alors lui, Vallejo, il dispute avec tout le monde. Donc, il va falloir que tu sélectionnes celui qui est sa pire bête noire. Ça doit être García Márquez, probablement. Mais enfin, tu trouves du lourd. Nous, tu vois, avec Diana, là, que tu aperçois en petit, on va faire les disputes entre Zoé Valdez et Padura. Et Zoé Valdez, elle dit, pues, dice esto porque es un hijo de puta et tout. Donc, tu vois, il y a quand même du lourd. Alors, il faut que tu trouves une bonne idée. Je crois que Diana avait vaguement levé la main tout à l'heure. Tu as une question, Diana, et puis... Merci, Caroline. Hola, Santiago. Merci beaucoup. Bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter après tout ce que vous avez dit. Je te remercie pour l'intervention. Tu sais que j'aime beaucoup parler de Vallejo avec toi. J'étais bien contente de te revoir. Juste pour finir, si vous voulez, j'ai juste trouvé assez curieux... c'est dont parlait Caroline, c'est-à-dire et Sylvie, cette idée des classifications qui donne finalement toute cette énumération. J'ai eu l'impression, en fait, quand tu nous lisais cette espèce de prière, je me suis retrouvée un peu en tant que lectrice. Je me suis notée, ça me rappelle les chansons enfantines que l'on apprend sans forcément comprendre. C'est-à-dire que c'est tellement répétitif. Au début, il commence à avoir un sens et à la fin, on accepte tel que c'est parce que c'est ce qui a été, entre guillemets, imposé. Alors voilà, c'est là où je voulais y aller. C'est-à-dire, à peu près ce qu'a dit Caroline, hein, parce que moi, je voyais un peu une espèce d'exorcisme de la réalité avec toutes ces prières, avec tous cette répétition et cette rage. Moi, ma petite question, si c'est vraiment une question, peut-être c'est juste une réflexion, tu parlais d'une rage et on sent cette rage quand tu lis. Alors, est-ce que cette rage que tu évoquais, très justement, ne permet pas d'identifier, comme disait Caroline, un nouvel ordre, mais aussi une violence où la violence ne serait pas juste contre l'institution, l'Église, l'État, etc., mais n'aurait-il aussi une violence envers les lecteurs? Oui, effectivement. Tout de suite, oui, je pense la violence au lecteur, je pense que c'est récurrent. À chaque fois, il y a des questions un peu rhétoriques, complètement rhétoriques dans le texte. Disent ¿Ustedes saben qué es un sicario? No, ¿qué van a saber ustedes? ¿No? Y explique. ¿Ustedes saben qué es ganar? No, ¿qué van a saber ustedes?
Sinon, il dit et je vous rappelle qui c'est, nanana, parce que je l'ai mentionné il y a X pages et les lecteurs est feignasse, du coup, est une feignasse, pardon. Et puis, plus récemment, ça passe par un espèce des extraits qui sont, enfin des extraits, de paroles, des propos adressés aux lecteurs étrangers. Non, il dit et j'explique pour mes lecteurs serbo-croates ce qu'est une commune, non, ou des insultes. Hein. Et oui, à chaque fois, c'est maltraiter les lecteurs. Et du coup, il y a une violence discursive. Tu as tout à fait raison qui passe par ce qui peut être un manque de considération vis-à-vis du lecteur, non? Non seulement l'insulte au lecteur, direct, mais aussi ces listes dans lesquelles, comme cela a été dit tout à l'heure, on peut se perdre, ce qui n'est pas très, c'est pas très gentil, on va dire, envers le lecteur. Et cette violence, et, à mon sens, est aussi une manière de décrire ou de reproduire ces phénomènes de violence extrême, non, sociale. La violence extrême en Colombie dans les années 90 et aujourd'hui toujours, et qui marque l'œuvre de Vallejo. Est-ce que c'est... Tu as dit qu'il écrit pour apprendre à se voir lui-même, il s'écrit lui-même, mais est-ce qu'il laisse vraiment une place au lecteur? Et là, on tombe sur l'idée des Carolines. Est-ce que Vallejo pourrait exister sans cette confrontation avec tout le monde, même avec les lecteurs, alors qu'il en a besoin de ces lecteurs pour exister? Merci. Moi, je pense qu'on peut polémique, non, il a besoin de... On ne peut pas provoquer, inviter l'autre à ressortir ses émotions s'il n'y a pas un autre. Non. Il y a... Dans une interview, j'ai cité, il y avait tellement d'extraits que je voulais vous montrer, mais il y a une interview qu'il a fait en Mexico, pardon, en 94, donc à la sortie de Live and Los Sicarios, et ça commence par une description de Vallejo faite par une voix off. Et c'est écrivain colombien qui vit dans la clandestinité. On sent d'ailleurs la patte de Vallejo dans ses descriptions, non? Et la description, en fait, disons que le sommet de cette description est une liste des personnes et institutions qui détestent ou qui détesteraient l'auteur. Et ça va du syndicat des chauffeurs des taxis des Caraïbes aux femmes pieuses de Medellín et l'Église catholique colombienne. Comme ça, une dizaine d'institutions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Les syndicats efficaires, des trucs de ce style. Non? Et donc oui, il y a ce besoin de provoquer, d'être en opposition à quelque chose. Donc forcément, il a besoin de cette autre chose pour s'y opposer. Et je pense qu'au centre de ça, c'est la Colombie et le système des valeurs colombien, en fait, non, qui est la cible privilégiée de l'auteur. Et ces rapports entre l'auteur et la Colombie, je l'avais envisagé à travers l'idée enfin, ma thèse, à travers l'idée de l'exil, l'expérience de l'exil et une relation qui était d'amour et haine en même temps. Mais bon, je pense pas avoir trop le temps de développer tout cela, mais il y a toujours cette cible contre laquelle non, il se frappe. Et ça me menait à établir un lien avec la première scène avec laquelle s'ouvre le cycle autobiographique, où il y a l'enfant Fernando, à qui on nie la possibilité d'avoir son chocolat avec du pain sucré à 15 heures, et du coup il
court à la terrasse de la maison et il se frappe la tête contre le monde. Et donc, le cycle autobiographique commence par l'onomatopée, boum, 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 le Big Bang à l'inverse, ou Big Bang très micro. Et il dit, je me frappe la tête contre la terquedad del mundo. Ce qui est incroyable, parce que ce n'est pas l'enfant qui est terco, non? C'est el mundo. Donc, on voit un peu ces rapports d'opposition toujours constant. Bon, merci beaucoup Santiago, merci à tous. Je vous rappelle que la prochaine fois, on se revoit pour la journée d'études qu'on fait avec Paris 4, Corinne Mancé, sur penser et représenter le Covid depuis les sciences humaines.